tout à l'heure, vous entendrez le mot de bienvenue du directeur de la maison, Ensuite suivra la présentation du livre par le professeur de la gestion des livres. On écoutera également la note de lecture, le boulet animatrice de lecture. Enfin, nous écouterons l'auteur, Madame Joséphine Lopi, qui nous dira son sentiment sur son livre et sur les circonstances de l'écriture de ce livre. Et pour finir, on donnera la parole au public. Pour aller vite, Monsieur Diallo, directeur de la maison, vous avez la parole pour le mot de bienvenue. Merci beaucoup, Monsieur le professeur Mireille Tchoun et président de cette séance. Mesdames, Messieurs, honorables invités en vos titres, rangs, grades et qualités respectifs, je voudrais tout d'abord saluer les éminences grises au Présidium qui sont tous de la grande famille de l'Harmattan Sénégal. Les trois sont des auteurs de l'Harmattan Sénégal et l'autre est une des collaboratrices de l'Harmattan Sénégal. Le professeur Sondé Diouf, grand philosophe de son état s'il en est, Madame Joséphine Lopi, romancière, nouvelliste, le professeur Birahim Tchoul, professeur titulaire des universités, grand spécialiste de littérature, enseignant à la retraite de la faculté des sciences et techniques de l'éducation et de la formation. Et enfin, Mademoiselle Moulet, avec qui nous avons eu à travailler dans le cadre de la promotion de nos ouvrages. Les saluer et les remercier de prendre de leur temps pour être avec nous cet après-midi afin de procéder à la présentation de l'ouvrage. Saluer également les personnalités qui ont bien voulu faire le déplacement, nous assister, nous accompagner dans le cadre de la promotion de cet après-midi. Beaucoup sont des gens de lettres et de culture. Beaucoup aussi sont des auteurs de l'Harmattan. Saluer les grands acteurs de la culture de ce pays, grands diplomates, il y en a dans cette salle, et vous dire à tous et à toutes, bienvenue chez vous. Chez vous, ici à l'Harmattan Sénégal, dans cet espace que nous voulons, que nous avons voulu dédié à tout ce qui touche aux échanges en rapport avec le livre et la culture. N'est-ce pas, inspecteur Adeloudiaï? Vous remercier d'avoir pris de votre temps cet après-midi, de nous retrouver là, autour d'une personne que nous aimons tous. Une personne qui, pour nous, à l'Harmattan Sénégal, n'est plus simplement une autrice ou une auteure, parce que Joséphine fait partie de nous. Joséphine est ma sœur. Je devais être en ce moment à Paris, mais je ne sais pas quel miracle elle a réussi à me faire renoncer à mon voyage, et je l'ai fait avec beaucoup de plaisir. Pourquoi? Parce que depuis que nous nous connaissons avec Joséphine dans le cadre du travail éditorial, il ne se passe pas une semaine sans que Joséphine traverse la Védène, comme elle le dit, à pied, pour venir s'enquérir
de ce que nous sommes en train de faire. Jo n'est plus une autrice, comme je le disais. Jo est une auteure, est une sœur. Elle fait partie intégrante de la famille. Elle a à son actif plusieurs livres avec nous, des romans et une nouvelle. Et surtout une très belle biographie d'un des plus grands personnages de l'Église et de la Casamance. Et la cérémonie de cet après-midi revêt quelque chose de spécial. L'Harmattan Sénégal aujourd'hui s'est transmué en un arbre qui nous renvoie à sa Casamance natale. Pourquoi je le dis, ce caractère spécial? Parce que la Casamançaise est entourée à gauche d'un certain Diouf, c'est aussi ça le Sénégal, mais aussi et surtout, elle a fait le choix de faire présider, en bon catholique au mois de Carême, sa cérémonie à un fervent et grand mouride, le professeur Birahim Thioune, qui n'en est pas moins l'un des plus grands spécialistes de la littérature chrétienne au Sénégal. Il a consacré des travaux à la littérature chrétienne. Et c'est aussi ça, notre Sénégal. Bien évidemment, c'est Diola, c'est Serer et autres accueillis, les bras ouverts par un bon peuple que je suis. Et le faisant bien évidemment avec un immense plaisir. Je vais pas beaucoup m'attarder sur le contenu du livre que nous présenterons tout à l'heure. Des voix plus avisées que la mienne le feront. J'aurais pu dire tout le bien que j'en pense. Mais tout ce que je dirai sera considéré comme de la vaine publicité. Et je vais laisser aux préposés à cette tâche qui le feront avec beaucoup plus d'objectivité que moi. Professeur, vous m'autoriserez à tordre le protocole. Pourquoi? Parce que je voudrais quand même donner la parole tout de suite à mon collaborateur, M. Bassirou Koli, qui saura certainement trouver mieux que moi les mots pour dire tout le bien que nous pensons de la collaboration et surtout de notre sœur Joséphine. Et terminer mon propos par saluer la famille et les parents de Joséphine, qui sont aussi dans notre famille. Saluer son Excellence le ministre d'État, M. Robert Sagna, dire tout le plaisir que nous avons, Monsieur le ministre, de vous recevoir. Je ne pense pas que ce soit la première fois ici dans cette salle. Et en profiter bien évidemment pour vous interpeller, Monsieur le ministre. Je pense que je l'ai déjà fait pour son Excellence M. Salim VI, qui sait ce que je pense. Des gens comme vous, qui avaient servi ce pays, qui avaient été aux commandes, qui gardaient par devers vous une expérience, comme on dirait en Wolof, vous avez l'obligation de témoigner, Monsieur le ministre. Il faut prendre la plume, compter et raconter à la jeune génération ce qu'a été l'exercice de votre fonction d'homme d'État, de grand commis de l'État. Notre pays est à une phase où vous qui avez participé à faire ce pays êtes en train de passer le témoin à une jeune génération. Vous devez leur dire ce qui a été fait, ce que vous avez fait, en bien, en moins bien, ce qui n'a pas marché. Pourquoi pensez-vous que ça n'a pas marché? Et quelles doivent être les perspectives qu'ils doivent emprunter? Pourquoi? Parce que, et c'est là, que ce soit dans le Coran, que ce soit dans la Bible, que ce soit dans toutes nos religions et traditions, un témoignage, une expérience qui n'est pas partagée est une expérience perdue. Et ma conviction en tant qu'historien, j'enseigne l'histoire au département à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, notre histoire commune, notre histoire nationale
et par devers, chacun de nous qui détenons un pan de cette histoire et un pan de cette mémoire. Monsieur le ministre, vous nous devez votre pan. Il faut prendre la peine, le temps. C'est pas compliqué, c'est pas difficile. Bien évidemment, beaucoup de votre génération hésitent en se disant « nous avons le droit de réserve », oui, mais quand vous prenez la plume pour écrire, vous saurez où vous arrêter. Mais il y a une expérience que vous devez partager. Et en cela, j'ose espérer que mon appel sera entendu, et en apostrophant bien évidemment son Excellence, le ministre d'État, je m'adresse bien évidemment à Tonton Saliou, et je m'adresse à tous ceux et à toutes celles dans cette salle qui ont une expérience à partager. Et bien évidemment, l'Harmattan Sénégal sera toujours à vos côtés pour faire en sorte que ces expériences soient partagées. Jo, je ne sais pas si le fait d'avoir annulé mon voyage, ou en tout cas les propos que j'ai tenus ici, justifient le fait d'avoir annulé ce voyage, mais en tout cas je l'ai fait avec un immense plaisir. Je ne pouvais pas du tout ne pas être là pour dire tout ce que je pense. Bachir. Merci, M. Diallo. Merci beaucoup, M. le Directeur, Monsieur le ministre d'État. Quel plaisir de vous retrouver encore après une cérémonie que nous avons eue ici récemment. Distingués invités en vos titres, grandes et qualités, chers membres du Présidium, moi je me fais un énorme plaisir aujourd'hui d'être là parce que je crois qu'il n'y a que les auteurs de l'Harmattan sur la table. Je vois le professeur Songué qui a écrit un succulent roman philosophique, mais également, je vais certainement revenir ce jour, le professeur Birahim Tune, je crois qu'il est le recordman en termes de publication à l'Harmattan. Le professeur Birahim Tune a écrit aujourd'hui, je crois, plus de 20 ouvrages. Donc je voudrais bien qu'on le félicite, qu'on applaudisse aussi pour le parce qu'il fait la littérature en termes de lecture, mais également en termes d'encadrement de la jeune génération. Mais je crois qu'il y a aussi Mme Boulé Badji qui nous doit certainement un roman qui tarde à venir et qui va certainement venir, qui travaille avec nous en présentant des ouvrages d'une fort belle manière. Et j'attends certainement avec les conseils de Joséphine Lopi, du professeur Birahim Tune, mais également de l'excellence professeur Sondé Diouf, un roman, certainement, un recueil de poésie. Mesdames et messieurs, je crois que le Dr Diallo a quasiment tout dit parce qu'en 2000, je le disais l'autre fois, en 2009, quand nous avons ouvert l'Harmattan Sénégal, nous avions une vision, un rêve, c'est de faire revenir le livre dans le quotidien des Sénégalais à travers les publications, faciliter aux gens les publications de livres, éditer l'édition d'ouvrages. Et je crois qu'aujourd'hui, quand je vois que de Dakar à Tamba, en passant par Thiès et partout d'ailleurs, demain nous serons à Thiès pour une présentation de livres, nous voyons énormément d'auteurs, pas seulement de l'Harmattan, parce que l'Harmattan ne pouvait pas concrétiser ses rêves tout seul, mais avec l'ensemble des éditeurs qui sont là. Et je vois dans la salle Madame Fatima, qui est également éditrice, et beaucoup d'autres qui sont là, qui font dans l'émission. Donc grâce à vous tous aujourd'hui, nous avons la possibilité de lancer des livres, de présenter des livres. Et en cela aussi, je voudrais que l'on mette peut-être le focus, comme le directeur l'a fait, sur la star du jour, celle qui nous a réunis aujourd'hui pour parler d'un livre extrêmement important sur une question extrêmement sensible et extrêmement importante. Je voudrais, mesdames et messieurs, qu'on puisse applaudir très, très chaleureusement pour madame Joséphine Lopi, qui nous réunit ce soir. Je crois qu'après notre magnifique cérémonie que nous avons eue sur le livre de son oncle, et aujourd'hui un autre livre sur ça, je crois que nous le travail extraordinaire de participation au débat au niveau du Sénégal dans le monde, il y a vraiment 4 ans de continuer. Vous êtes, je crois, nous en sommes à notre 4e ouvrage, je crois, et c'est pas encore fini parce que à 2h du matin, si vous appelez Joséphine Lopi, elle répond toujours présente. Donc c'est parce qu'elle continue à réfléchir au moment où tout le monde dort, parce qu'elle a du mal à dormir, le sommeil est juste dans un monde aussi injuste. Et je voudrais également saluer l'ensemble des auteurs de l'Harmattan qui sont là, parce que je vois le professeur Koubé qui, par le plus grand des hasards, la semaine passée, on m'a soulagé de mon porte-monnaie, et c'est lui qu'on a appelé pour lui dire qu'on a retrouvé mes pièces d'identité. Je vois dans la salle aussi le directeur Manik qui est là, Ndiaye, qui est au niveau du trésor. Certainement aujourd'hui que nous serons, chacun en rentrant, pourra partir avec une valise, monsieur le directeur. Donc je ne voudrais pas être long, prier que cette cérémonie commence très bien comme elle a bien commencé, mais également que ça termine absolument bien. Jo, il y a Jo,
c'est la sœur du directeur, mais nous finalement on ne sait même plus est-ce que c'est une relation auteur et tout ça, parce qu'elle est pétrie de qualités humaines, et je crois que c'est pour cela qu'un vendredi, peut-être que beaucoup auraient beaucoup de choses à faire aujourd'hui, mais on préférait être là aujourd'hui pour assister à cette manifestation. Mais je crois qu'il y a énormément de choses à dire. Chacun dans cette salle a autant de choses à dire sur Joe. Donc c'est pour cela que je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup. Il nous échoit le redoutable honneur de dire un mot de ce livre immense. Mais vous savez que la prise de parole par nature est très compliquée. Mais elle est surtout compliquée quand il s'agit d'un roman qui a pour titre celui de Joséphine Lopi, L'amour au cœur du conflit en Casamance. Ce qui déjà nous semble assez difficile à délier, parce que quand il s'agit de conflits casamançais, il y a beaucoup de productions et des productions abondantes à ce sujet-là. La dernière fois que nous nous sommes retrouvés ici, c'était pour parler de l'ouvrage de Xavier Diatta, ayant pour titre Figure du terrain, le conflit casamançais raconté à mes enfants. Bref, il y a une littérature assez abondante sur la question casamançaise, mais ce qui fait justement l'originalité du travail de Joséphine Lopi, mais c'est justement qu'elle puisse loger de l'amour dans ce qui en tant que tel est le contraire de l'amour, c'est-à-dire la guerre, la blessure et la déchirure. Mais je m'en voudrais, avant d'aller plus loin, de saluer sur la demande de l'auteur la présence de Madame Viviane Badiane. Elle nous apprend qu'elle est la fille de Émile Badiane. Donc Viviane, merci de vous être déplacée, malgré l'âge, malgré les lourdeurs et les pesanteurs. Grand merci. Merci également à quelqu'un que M. Diallo a bien fait de mentionner. Je veux nommer le ministre infatigable, M. Robert Sagna, qui est un modèle de longévité. Je crois qu'il faudra qu'il respecte l'injonction de M. Diallo. Il faut que vous écriviez pour transmettre votre expérience à toute la jeune génération. Il a été ministre de façon ininterrompue pendant 25 ans ou 30 ans, si je me trompe, M. le ministre, aussi bien sous Senghor que sous Abdou Diouf. Et donc je crois que c'est quelqu'un qui a son mot à dire. En ces périodes troubles que nous traversons, des gens comme vous, nous souhaiterions qu'ils prennent la parole, qu'ils écrivent pour transmettre leur expérience à la jeune génération. Mais également saluer respectueusement M. l'ambassadeur, son excellence l'ambassadeur Salou Cissé, ancien qui est à ses côtés plutôt, à sa gauche, ancien ambassadeur du Sénégal en Belgique et qui est également, comme on dit en Diola, à Lolom, hein, c'est mon beau-frère, mon beau-père, mais parce que, voilà, vous savez très bien, donc je suis très mal placé ce matin, cet après-midi-là, ça va être un peu trop compliqué de parler sous le contrôle de son beau-père, c'est très difficile, mais on va essayer de le faire, on va essayer de briser l'ordre protocolaire traditionnel et normal pour oser élever le ton et prendre la parole devant son beau-père. Je crois qu'il ne le concède lui-même. Et donc saluer également la présence de tout le monde, de ces grandes dames-là, de l'inspecteur Ndiaye, mais également de l'éminent professeur Tchoum qui est là. Et je crois que lui seul, il pourrait faire le travail qui nous a été confié. Je disais donc que la première impression qu'on pourrait avoir quand on vous parle d'un ouvrage sur le conflit casamançais, on a envie tout de suite de dire, mais écoutez, c'est un livre de plus, hein, parce que comme je disais, il y a une littérature tellement abondante sur la question, mais j'ai dit, il y a quelque chose que je n'ai jamais trouvé, que je n'ai pas trouvé, parce que Dieu sait que j'ai lu pour l'essentiel toutes les publications sur la question casamançaise, parce que c'est le destin qu'il a voulu ainsi. Je suis un Casamançais d'adoption et de cœur, quand bien même je suis par naissance un bon sérère du Sine, un roi du Sine qu'on a envoyé en Casamance, qui a grandi là-bas, qui a pris une femme Diola là-bas, qui parle plus Diola que sérère, et donc la Casamance, elle fait partie de moi-même. Je parle mieux Diola que sérère, quand bien même je suis sérère. Et comme je dis, j'ai une épouse Diola, donc j'ai fait presque toute ma carrière en Casamance, donc je suis plus Casamancé Diola que le Sine que j'étais au départ. Et donc c'est pour cette raison-là que je suis naturellement tourné par cette curiosité intellectuelle-là à parcourir tout ce qui est écrit en termes de production littéraire, scientifique même sur la Casamance. Mais j'ai dit que la particularité du texte de Joseph Lopi, c'est justement d'introduire de l'amour dans ce qui en tant que tel relève simplement de la tuerie, de la barbarie et de la guerre. Et donc c'est un ouvrage qui est organisé autour de 10 chapitres et qui comprend 295 pages et qui est préfacé
avec beaucoup de bonheur et de réussite par un de nos anciens professeurs d'histoire-géographie, devenu plus tard proviseur du lycée, j'ai nommé simplement Noa Cissé. Je disais avec l'ambassadeur qu'il est temps, d'ailleurs en parenthèse, que l'on se décide à aller à Ziguinchor pour rendre hommage à des gens comme l'ambassadeur Salou Cissé, à des gens comme le ministre, à des gens comme Noa Cissé. N'attendent pas leur mort, que vraiment ça n'intéresse pas maintenant pour les célébrer. Il est temps que nous célébrions nous-mêmes nos figures emblématiques en Casamance. Et donc, de ce point de vue-là, j'étais en train de dire que dans ce roman-là, ce qui est important, mais c'est le message d'amour et de paix. Parce que les deux personnages principaux du roman, Mohamed, d'ailleurs, la composition des noms même fait que je parle souvent d'une intelligence du style de Joséphine Lopy. Ça veut dire que le personnage qui est lié d'amour, qui sont les personnages liés d'amour, il y a d'une part Fatima Zora, mais il y a d'autre part quelqu'un qui s'appelle Mohamed Boubacar Aurélien. Ça, vous voyez, la composition dans elle-même est des noms des personnages principaux, mais est même une sorte d'hymne et d'appel à l'amour. Donc elle réussit à nous faire comprendre que malgré les turbulences de la guerre, malgré toutes les difficultés qu'on a connues, malgré les diffusions de sang, malgré les blessures profondes, malgré les spoliations de terre, bref, malgré tout ce qui a pu se passer, il reste possible encore d'inventer un monde d'amour et de paix en Casamance. Et quand elle nous enseigne qu'il reste encore possible d'inventer un monde de paix et d'amour en Casamance, mais ça veut dire qu'elle a compris. Parce qu'au départ, moi dans les premières pages, je vous le dis, vous lirez, j'étais animé par un sentiment de pessimisme. Je me disais que, mais écoutez, où est-ce que Joséphine nous mène? Est-ce qu'elle est en train de nous enseigner dans son roman qu'il n'y a pas de sortie possible? Est-ce qu'elle est en train de nous dire, mais que de toute manière les carottes seront cuites et que le feu continuera à couver? Mais plus vous avancez dans la lecture, vous vous rendez compte qu'au lieu d'un pessimisme noir, mais au contraire c'est un hymne à l'amour, comme je disais, parce qu'elle est en train de nous montrer. Si vous suivez bien le roman, je ne vais pas le lire à votre place, je vous invite à l'acheter et à le lire. Il y aura une séance de dédicace tout à l'heure. Et donc si vous suivez bien, les deux personnages sont des personnages que tout séparés par leur origine sociale. L'un des personnages, il est fils du président de la République, l'autre personnage appartiendrait plus ou moins à des conditions modestes. Et lorsque est venue l'heure de célébrer leur fiançailles et leur mariage, il y a eu des résistances liées au fait que certains ne se retrouvaient pas dans l'appartenance sociale ou bien même dans l'appartenance ou dans le niveau de vie économique de l'autre. Ça veut dire qu'elles ont réussi, ces deux-là, à contourner toutes les difficultés que la société a mis devant eux, à contourner tout le poids de la tradition, à contourner, bref, tout ce mur-là pour véritablement finir par sceller cet amour-là qui était un amour véritable et sincère. Moi, je dis que c'est une prouesse littéraire extraordinaire parce qu'au-delà de Fatima, au-delà de Mohamed Boubacar Aurélien, il s'agit de quoi? Mais simplement de la paix en Casamance. Et donc, de manière subtile, de manière très fine et de manière très élégante, elle utilise le prétexte d'une relation amoureuse entre deux jeunes gens pour nous dire, moi Joséphine, voilà ce que devrait être le conflit casamançais. Ça veut dire quoi? Que de la même manière que Boubacar Aurélien, Mohamed et Fatima Zora ont eu toutes les peines du monde à s'accorder, à faire en sorte que leurs parents, leur cœur battent à l'unisson, à faire en sorte que leurs parents acceptent que cette union puisse être scellée. Donc malgré toutes ces contradictions, finalement qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une célébration, il y a eu des retrouvailles et il y a eu cet amour-là qui a été consacré par les liens sacrés du mariage. Je crois que c'est une manière métaphorique de nous dire à nous tous que malgré toutes les difficultés, malgré tous les obstacles qui se dressent sur notre chemin, des obstacles de toutes sortes, il est encore possible d'inventer un monde de paix en Casamance. Il est encore possible d'inventer justement une vie, mais une vie bâtie simplement sur l'amour, sur la paix et sur la solidarité. L'autre aspect le plus important, au-delà du prétexte de cette relation amoureuse pour parler du conflit casamançais, mais moi je crois que ce qui m'a impressionné, c'est l'effort de documentation, vous allez voir quand vous allez lire, mais qui a été fourni par Joséphine. C'est un texte très documenté, qui rapporte des faits très précis, et donc elle utilise des coupures de presse, elle investit des ouvrages qui ont déjà parlé du conflit casamançais. Donc quand vous en sortez, mais j'ai dit c'est des documents de première main et de haute facture dont nous disposons. Et également, quand elle s'est arrêtée sur les causes, c'est vrai que comme elle dit, il y a beaucoup de causes et je partage avec elle son choix de n'être pas revenu sur des aspects historiques, de n'être pas revenu sur tel ou tel événement qui aurait été un facteur déclencheur du conflit en Casamance, parce que c'est un conflit
très complexe. Et en tant qu'il est très complexe, il est difficile à cerner dans une analyse exhaustive. Mais elle a insisté, me semble-t-il, sur des éléments psychologiques très importants qui permettent un peu de comprendre, mais comment, non pas ce conflit est né, mais comment il a pu s'enraciner et comment il a pu perdurer. Je prends l'exemple très vite parce qu'encore une fois, je ne vais pas lire à votre place. Je prends l'exemple de ce mot malencontreux du président Abdou Diouf à Bignona, de ce mot malencontreux du président Senghor, mais également quand il était en tournée lors de la campagne des élections présidentielles en 1978 à Sédhiou. Je m'arrête là, je ne donnerai pas davantage de références si vous voulez, pour vous donner envie d'aller lire. Si vous voulez savoir ce que Abdou Diouf a dit à Bignona et ce que Senghor a dit à Sédhiou en 1978 lors de la campagne pour les élections présidentielles, il faut aller lire. Mais elle est simplement en train de montrer que c'est des éléments auxquels on ne prête pas attention très souvent. C'est surtout l'élément psychologique. Parce que l'élément psychologique est celui qui a conforté un peu le Casamançais moyen et a travaillé à installer dans l'imaginaire collectif casamançais, mais l'idée que un peu c'est des gens, mais simplement qui sont asservis sur le plan culturel. C'est des gens qu'on ne respecte pas du point de vue de leur identité. C'est des gens, mais qui sont instrumentalisés. Ça veut dire quoi? C'est une terre qu'on serait malheureux de perdre. Pourquoi la Casamance serait une terre qu'on serait malheureux de perdre? Parce que ces ressources nous servent à quelque chose. Mais est-ce qu'on respecte? Est-ce qu'on comprend? Est-ce qu'on participe du Casamançais du point de vue de ses valeurs culturelles authentiques? Il est clair que non. Et donc le message fondamental de Joséphine Lopi, c'est de montrer que toutes les analyses, elles peuvent être bonnes. Tous les biais par lesquels on a pu saisir le conflit casamançais, on pourrait les valider et leur donner un certain statut épistémique. Mais elle est en train d'insister sur le fait que la plupart des chercheurs, je dis bien, écoutez-moi, se sont un peu trompés. Pourquoi? Parce qu'ils ont oublié dans leur analyse la part de la prépondérance de l'élément psychologique. Ça veut dire quoi? La perception que le Casamançais a de lui-même, c'est-à-dire de ce qu'on lui renvoie en termes d'identité et de son acceptation. Parce que Joséphine est en train de montrer que le Casamançais, si on l'a conforté dans cette attitude-là de réclusion par rapport à lui-même, si on l'a conforté dans cette idée qu'il n'est pas tout à fait un Sénégalais comme les autres, c'est parce qu'elle le montre très bien, et vous le verrez pour ceux qui auront la chance de lire, c'est parce qu'on n'a pas fait l'effort simplement de coïncider avec lui-même. Ça veut dire quoi? On l'a appréhendé de l'extérieur, et en l'appréhendant de l'extérieur, on a faussé les valeurs fondamentales et la valeur fondamentale du peuple Diola, et par extension du peuple casamançais, c'est la valeur de dignité. Le Diola voulait arracher tout, son grenier de riz, il sera prêt à rire, voulait arracher ses champs, mais ne touchez pas véritablement à ce qu'il appelle dignité. Et c'est cette dignité-là qui a souvent été bafouée, et elle montre tout le long du roman, et même quand elle prend le prétexte de l'amour entre Mohamed et Fatima Zora, elle montre que l'enjeu fondamental, il peut être culturel, il peut être économique, mais il est fondamentalement lié à cette valeur-là qui s'appelle dignité, qui n'a pas été bien comprise des autres dans leurs relations. Mais, j'ai dit, le roman s'achève lui-même sur un message d'amour et de paix, et elle nous enseigne qu'aujourd'hui, malgré les difficultés, malgré le sang qui a été versé, malgré toutes les frustrations, il est encore possible d'inventer une Casamance réconciliée avec elle-même. Et la Casamance réconciliée avec elle-même, c'est la Casamance de l'amour. J'ai dit, c'est la Casamance de la compassion, c'est la Casamance de la solidarité, c'est la Casamance de la paix. Je vous remercie de votre attention. Brillant comme d'habitude. Je pense que votre intervention éclaire très bien les véritables enjeux qui ont été vécus dans ce livre. Et avant de passer la parole à mademoiselle Moulay, nous allons simplement vous demander. Monsieur le directeur de l'Harmattan, chère Madame Joséphine Lopi, chers professeurs, honorables invités, Mesdames et Messieurs, il me plaît de prendre la parole en cette circonstance pour m'exprimer sur cette partie douloureuse de l'histoire de mon enfance. Je suis à la fois joyeuse et triste. Joyeuse parce qu'aujourd'hui c'est mon anniversaire et j'ai l'honneur de vous parler d'un chef-d'œuvre que j'affectionne particulièrement, L'amour au cœur du conflit en Casamance. Mais un peu triste parce que le fait d'en parler et de l'avoir lu maintes fois me rappelle certains de mes enfants,
de mes amis d'enfance et moi-même bien sûr, car portant encore les stigmates sur cette page sombre de notre histoire. En effet, étant jeune de la Casamance, né après le déclenchement de cette crise, ce livre m'aura permis de voir plus clair et de mieux comprendre cette situation de ni paix, ni guerre vieille de 4 décennies. Le conflit en Casamance a fait de nous ressortissants de la Casamance, des complices imaginaires, des rebelles, un amalgame qui n'est rien comparé à la douleur découlant du fait de ne rien comprendre, ni du conflit, ni des motivations réelles des maquisards. Aussi crieux que cela puisse paraître, c'est en lisant votre ouvrage Tatajo que j'ai compris toute l'étendue et l'incompréhension des gens par rapport à cette situation. Je me rappelle, quand je partais à Thiès, pour les vacances, je devais avoir 7 ou 8 ans, grande était ma surprise d'entendre beaucoup m'appeler rebelle. Rebelle, mot presque tabou chez moi en Casamance. Un paradoxe. Ce bruit des détournements des voitures à mon esprit encore frileux, les coups de feu, lors des affrontements entre les forces de l'ordre et les combattants du MFDC. Vous pouvez imaginer dès lors tout le traumatisme des enfants de mon âge. Aujourd'hui, je me souviens des techniques que nous apprenait l'ONG Handicap International pour éviter de sauter sur des mines. J'en ai retenu une. Une mine n'est jamais seule. Quand vous en voyez une, retournez sur vos pas. Je vois encore ces horribles images d'enfants réduits au béquilles ou au fauteuil roulant parce que ces engins, fauteuil roulant par ces engins de la mort. Mes exemples ne seront en rien comparables à la douleur de ceux qui ont perdu leur famille, leur travail, leur champ, leur quiétude. Nous restons néanmoins tous des victimes de cette guerre qui n'a que trop duré. Votre histoire, Tatajo, me permet de rêver d'une paix définitive pour ma Casamance natale. Je me souviens encore de la deuxième partie du roman avec l'histoire de Fatima Zohra et Mohamed Babakar Aurélien, deux jeunes que tout oppose, des êtres innocents. L'une fille du président de la République du Sénégal et l'autre fils d'un ancien chef rebelle qui se retrouve au milieu d'un conflit sans nom, mais qui se trouve un point commun, l'amour. Cette relation pourrait-elle être la lueur d'espoir d'une paix définitive? Un soleil dans une nuit trop longue que la Casamance puisse enfin faire profiter au monde entier de son potentiel naturel, sa belle nature et sa population bienveillante. C'est mon rêve et le vôtre certainement. Mais je n'en dirai pas plus, je vous le conseille vivement. Merci à l'auteur. Merci. Tout à l'heure, vous nous lirez votre page choisie. Je pense que vous pouvez vous concentrer là-dessus. Je voulais simplement faire quelques petites observations. Je pense que c'est utile de bien établir le rapport entre le référentiel et le roman. Le monde référentiel, c'est le monde dans lequel nous évoluons tous. Une seule journée de ce monde-là ferait d'un roman peut-être un livre de milliers de pages. Vous voyez qu'il s'agit ici forcément d'une stylisation. Mais ce qu'il faut bien observer, c'est le travail de l'écriture. Alors, que serait devenu, par exemple, l'opération Fodé-Kaba? Vous vous souvenez des événements de la Gambie? Alors, si on racontait l'événement, ce serait peut-être autre chose. Vous en parlez dans le roman, au passage. Mais ce n'est pas, au fond, votre préoccupation essentielle. Votre préoccupation, le professeur Songué l'a dit tout à l'heure, c'est le message de l'amour et de la paix. Alors, mais il est important, puisque vous revendiquez
un roman de type historique, il est bon aussi de voir qu'est-ce qui pourrait justifier votre choix ou votre parti pris pour ce qu'on pourrait appeler un roman historique. Alors, l'histoire littéraire fait remonter le roman historique à Walter Scott, Verlet 1814, c'est déjà le 19e siècle, le début du 19e siècle. Mais ça demande une large documentation. Alors, il s'agit d'utiliser des épisodes historiques dans le roman historique, mais des épisodes significatifs comme illustration. Alors, dans les récits que l'on propose dans ce qu'on appelle le roman historique, il y a les circonstances réelles, il y a les faits d'imagination. Il faut bien qu'on voit cela. Il ne s'agit pas de lire dans le livre de notre amie Joséphine le conflit casamancé en tant que tel. Alors, il y a, je le rappelle, ce qu'on appelle une fiction. La fiction, c'est le monde tel qu'il est construit par le texte, tel que votre texte construit le monde. Mais la référence, c'est toute autre chose. C'est le monde dans lequel nous vivons. Alors là, il faut beaucoup faire attention. Si vous voyez, par exemple, le président de la République, ce n'est pas... D'ailleurs, il n'est pas nommé. Ce n'est pas le président de la République du Sénégal d'aujourd'hui, par exemple. Donc, il y a tout un travail qui se fait au niveau de l'écriture et de la création. Donc, Joséphine, vous avez procédé à un travail de documentation, une vaste documentation. D'ailleurs, le recours massif à la documentation, ça se voit. Nous n'avons pas le temps de revenir sur tous ces aspects, mais je crois que ça mérite d'être dit. Il ne faut pas qu'on confonde la réalité et la fiction. La fiction peut être l'émanation de la réalité. Mais voir dans les personnages qui sont en circulation dans le roman des personnages réels, ce serait une erreur. C'est une erreur qui est commise assez souvent d'ailleurs. Le roman n'est pas la réalité. Parce qu'un texte fonctionne avec des modalités spécifiques. Le texte a sa propre rationalité, si vous voulez. Ce que vous mettez, vous, dans le texte n'est pas forcément moi, ce que je dois lire, ce que je dois voir. Il y a le sens que l'on prétend mettre dans le texte, il y a le sens qui naît avec les dispositions intratextuelles. Le texte peut être organisé de telle sorte qu'il y a une façon de comprendre les choses, que les événements se présentent d'une autre manière. Donc, ce qui est intéressant dans votre livre, c'est que vous ne dites pas comme Umberto Eco que c'est un sens ouvert et que le texte sélectionne son propre lecteur. Ce n'est pas ça que vous dites, même si vous semblez adhérer à cela. Mais vous semblez dire, en le montrant dans le dispositif lui-même, qu'il y a nécessité de passer par un verrou. Il faut faire sauter le verrou pour entrer dans le texte. C'est pourquoi vous avez mis des textes d'histoire réelle. Il y a la préface, il y a la postface, il y a tous ces éléments-là qui montrent effectivement qu'on n'entre pas comme on veut dans votre texte. Il y a un verrou qu'il faut faire sauter. C'est ça que je suis en train de dire. Alors donc, on reviendra peut-être sur tous ces aspects. Bon, une autre chose. Tout le monde ici revendique un certain lien avec la Casamance. Moi aussi. Moi aussi. Alors, vous savez, c'était au lendemain de la grève du 13 mai 1980, j'étais jeune instituteur. Et dans les méthodes de l'époque, il fallait envoyer les gens dans les zones de pénitence. Moi, Senghor nous a envoyé avant de partir. Monsieur le ministre, je ne le dis pas bon, je le dis comme ça, c'est un simple rappel. Alors, je ne sais pas si vous étiez à l'époque. Non. Alors, je ne suis pas en train de dire n'importe quoi. Mais on était parti en grève. Senghor a voulu sanctionner tous les grévistes. On a relevé tout le monde. Moi, j'étais directeur d'école, on m'a relevé. Comme tous les directeurs d'école et certains enseignants, on les a envoyés à 500 km de leur poste. Certains ont été licenciés. On a coupé les salaires avec, à l'appui, des sanctions. Dans l'ordre des sanctions, du blâme jusqu'au... etc. Vous voyez, inspecteur.
toutes les sanctions ont été appliquées aux enseignants à cette époque. Alors moi, j'ai été envoyé justement en Casamance, à Ziguinchor, à Tilène Kayor. Je mets quelques mois. Ensuite, on m'envoie à Bandial. J'ai eu l'occasion, justement, ça a été une bonne expérience. J'ai été à Bandial, j'ai eu l'occasion de connaître, par exemple, certains endroits que j'ai beaucoup aimés. Vous semblez être les seuls à aimer cette végétation. Moi, j'ai connu Enampor, Badiat, Kamoubel, Brin. Bon, Brin, c'est tout près. Ah, Rebere de Brin. J'ai passé par Brin avant d'aller à Bandial. Le royaume des Cils. Évidemment, j'ai été sanctionné. Et comme ça arrive toujours, je me suis radicalisé. Et j'ai fait le tour du coin pour trouver des camarades dans les écoles. Malheureusement, c'était des écoles privées en général. Donc, on n'avait pas beaucoup de militants. Même si j'avais, moi, créé tout de suite, à mon arrivée, un USB. Comment ça s'appelait? Unité syndicale de base. Par une USB. Une unité syndicale de base. J'ai tout de suite créé une unité syndicale de base de l'ancien Sud-Est. Voilà donc mes relations avec ce secteur-là qui est en question aujourd'hui. Mais moi, je n'ai pas eu le temps de voir cela. Je suis parti à la fin de l'année. C'était en quelle année? C'était en 80-81. Parce que je me suis retrouvé en formation à l'école normale supérieure comme instituteur normalien. C'est ça qui m'a fait quitter. Mais Songué, je ne vous le cache pas, j'ai failli faire comme vous, avant vous. Avant vous. Il fallait faire comme moi. Mais je le regrette. Je le regrette. Bon, Moulé, tu te charges du reste. Alors, ceci dit, nous allons peut-être, avant de revenir à cette fiction-là, donner la parole à Mboulé pour une lecture. Mais je n'entends pas. On n'est pas en Casamance. Il y a ce décor-là, mais. Non, mais. On ne danse pas, on ne chante pas. En effet, les déclarations publiques de Senghor et Abdou Diouf, dans un contexte de liesse populaire, avaient semé un doute ô combien important, compte tenu de leur position de garant de la souveraineté nationale. Les premières déclarations émanaient du président Léopold Sédar Senghor lors de la campagne électorale de 1978. De passage à Sédhiou, le 25 février, devant une foule de militants excités, il avait lancé « Si vous voulez libérer la Casamance, votez UPS ». Et le 26 février 1978, à Bignona, il remit une couche en déclarant « Je viens de me rendre compte de la sénégalité de la Casamance ». Abdou Diouf, Premier ministre de Senghor, de retour à Dakar d'un voyage en Casamance pour les besoins de l'inauguration du pont Émile Badiane, avait déclaré aux journalistes « Je viens d'un beau pays ». À y bien regarder, il n'y a rien de bien grave dans ces propos. Mais quand on cherche la petite bête, on finit toujours par la trouver. Et c'est ce qui est arrivé. Pour dire vrai, nous n'avons voulu entendre que ce qui nous arrangeait. Il est vrai que la Casamance est restée longtemps marginalisée, ce qui fait que nous-mêmes, nous nous considérions comme des gens vivant dans un monde complètement différent du reste du Sénégal. Cela nous arrangeait bien d'avoir un alibi et des accusés tout désignés pour leur faire porter le chapeau, un chapeau qui n'était pas à leur taille. Mais quelle est réellement notre part de responsabilité dans cette affaire? Le président Abdou Diouf, en réponse à cette question posée par un journaliste de retour de Ziguinchor, où il était allé pour un besoin de l'inauguration du pont Émile Badiane, le 19 février 1979, en prononçant cette phrase. « Je reviens d'un beau pays. Voulez-vous simplement, à mon humble avis, magnifier la beauté de cette belle région, la Casamance, que nos grands-parents, nos parents et nous-mêmes appelions fièrement ainsi du fait de sa beauté, de ses richesses et de sa nature verdoyante, même si son enclavement et son éloignement n'ont fait que fortifier chez certains d'entre nous cette idée que nous avions d'elle.
Il en est de même pour le premier président de la République du Sénégal, Léopold Sédar Senghor, lors de la campagne électorale de 1978. En Casamance pour les présidentielles, une parole de campagne lancée dans un moment d'euphorie assez lu, puis à Bignona dans un contexte très particulier. Pour l'un comme l'autre, c'était une façon d'encenser les populations de cette magnifique région. Mais voilà que des personnes ont profité de la brèche qu'ils ont ouverte pour leur faire un mauvais procès. Ainsi allait-elle l'exploiter pour détourner la conscience d'honnêtes citoyens. Mais comment en sommes-nous arrivés là? Pourquoi avoir voulu jouer avec les mots? Des phrases qui pourtant, au regard du contexte dans lequel elles ont été prononcées, n'ont aucun caractère de nature à saper la conscience des populations. Bien au contraire, elles devaient plutôt les doper et leur faire bomber le torse. Confucius dit simplement ceci: examine si ce que tu promets est juste et possible, car la promesse est une dette. Malheureusement, ils l'auront appris à leur dépens. Le hic, c'est qu'ils sont juste venus rajouter une couche à ce que les gens pensaient et disaient depuis longtemps. Eux-mêmes n'étaient pas sans ignorer ce qui s'est passé en Casamance. Un flou total persiste jusqu'à présent à ce niveau. Non. Il y a des pages à lire, mais vous avez compris la démarche de l'auteur qui met en parallèle de l'histoire réelle et une fiction à côté. Alors, j'ai parlé tout à l'heure de verrou. C'est comme pour dire, vous n'entrerez jamais dans la fiction tant que vous ne passez pas par l'histoire réelle que je vous présente. C'est la même chose que l'on retrouve également à la fin. Alors, bon, ça peut gêner certains, mais moi je trouve ça excellent d'ailleurs dans un livre comme cela. Il est bon de mettre en parallèle ce qui s'est passé réellement et ce que la fiction donne. Alors, ceci dit, nous allons également... je donne la parole à l'auteur. Alors, Joséphine, vous avez la parole. Allez. Avec vos applaudissements. C'est bon. Allez, Joséphine, c'est pour te dégriser, vas-y. Merci. J'ai commencé par remercier tout le monde. Ça revient. Monsieur Robert Sagna, ancien ministre d'État, président du groupe de réflexion pour la paix en Casamance. Son Excellence Saliou Cissé, ancien ambassadeur du Sénégal en Belgique. Madame Viviane Badiane, qui est ma tante, ancien professeur aussi, et qui se trouve être la fille du ministre Émile Badiane. Docteur Abdoulaye Diallo, directeur de la maison d'édition L'Harmattan Sénégal. Mesdames et messieurs, ma chère famille, parce que j'ai mes frères et sœurs qui sont là. Tout d'abord, permettez-moi de rendre grâce à Dieu de m'avoir donné le souffle de vie et d'avoir permis que cette rencontre se tienne. Non, ça va, aujourd'hui. Il ne faut pas commencer par là. Non. Commencer par les parents. Ça va aller. Allez. Voilà. Allez. D'accord. On y va. Ok, je voudrais, à l'entame de mon propos, rendre grâce à Dieu, comme je dis, de m'avoir donné le souffle de vie et d'avoir permis que cette rencontre se tienne aujourd'hui. Bon, je suis un peu enrhumée, vous allez m'excuser pour cette voix un peu... C'est pas grave. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous reçois cet après-midi à l'Harmattan Sénégal pour la cérémonie de dédicace de mon 4e livre et 3e roman,
intitulé « L'amour au cœur du conflit en Casamance », sous-titré « La fille du président dans un tourbillon palpitant et irrésistible ». Je tiens à remercier très chaleureusement chacune et chacun de vous pour votre présence. Je sais que beaucoup de personnes n'ont pas pu venir, vu que voilà, ils descendent un peu tard. Voilà. Mais bon, j'ai tenu à faire cette cérémonie aujourd'hui. J'avais retenu le samedi, mais la salle a été prise entre-temps, donc je suis revenue vendredi. Voilà. Donc je vous remercie de votre présence. Je remercie particulièrement, son Excellence, M. Moustapha Niasse. Je lui ai envoyé un message par WhatsApp, comme je l'ai fait pour tonton Robert Sagna, comme je l'ai fait pour Tata Vivi et tant d'autres. Et il m'a répondu. Il m'a répondu avec des mots d'encouragement. Vraiment, je tenais à le dire ici. Hein? Cela montre son humilité, sa simplicité et son grand sens d'humanisme. Je le remercie aussi parce qu'il m'a acheté un lot important de livres. Et ce n'est pas la première fois qu'il le fait. Il l'a fait avec l'ouvrage sur Monseigneur Augustin Sagna, la biographie que j'ai écrite sur mon oncle. Mes remerciements vont aussi à l'endroit du préfacier qui est à Ziguinchor, Monsieur Noa Cissé, historien, médiateur à l'université Assane Seck de Ziguinchor, ancien proviseur du lycée Djignabo de Ziguinchor. Je remercie les orateurs qui sont là, le professeur Birahim Thioune, qui me donne beaucoup de conseils dans l'écriture. Je le rencontre assez souvent ici à l'Harmattan. Le professeur Songué Diouf. Merci. Merci, vous aviez beaucoup de choses à faire, mais dès que Xavier vous a appelé, voilà. Je vous remercie vraiment, c'est gentil. Merci. Et je remercie aussi Mboulé. Mboulé, tu es ma fille chérie. Merci, j'ai vu ce que tu as fait. Par la même occasion, je remercie aussi ma Fatima à moi. Coucou Fatima, merci beaucoup pour tout. Gis naa fi nga ma teg. Jërëjëf yal na la yàlla fay sa xol. Je rappelle, je vais remercier aussi, je n'ai pas oublié, je vais remercier Monsieur Ibrahima Lo, non, parce que ça c'est important, je remercie Monsieur Ibrahima Lo, qui est le directeur du livre et de la lecture. Je rappelle que ce livre a été édité grâce au fonds d'aide à l'édition du ministère de la Culture et du Patrimoine historique du Sénégal, à travers la direction du livre et de la lecture. Mes remerciements vont également à l'endroit du directeur de l'Harmattan Sénégal, Dr Abdoulaye Diallo, ainsi qu'à toute son équipe. Permettez-moi de rendre un hommage appuyé à mes parents, pour la vie et l'éducation qu'ils m'ont donnée. Particulièrement à mon regretté père. Particulièrement à mon regretté père, Joseph Jean Gaspard Lopi, qui nous a quittés le 25 septembre 2021, 2 mois seulement après la sortie de ce livre. Il a toujours cru en moi et m'a beaucoup soutenu lorsque j'ai décidé de me lancer dans l'écriture. Il ne se lassait jamais d'aller me chercher les livres dont j'avais besoin et que je ne pouvais trouver dans sa riche bibliothèque pour étayer mes écrits. Surtout avec mon premier ouvrage, une biographie sur le 2e évêque de Ziguinchor, après Monseigneur Prosper Dox, intitulé « Monseigneur Augustin Sagna, évêque émérite de Ziguinchor, un cœur si beau ». Mon père était aussi mon premier lecteur. Dieu sait qu'avec ce 4e ouvrage sur le conflit en Casamance, nous avons beaucoup et longuement épilogué. Lui et moi, surtout lorsqu'il me faisait retirer des paragraphes entiers lors de nos séances de travail.
À plusieurs reprises, nous avons eu des divergences de point de vue. Je lui en voulais énormément, des fois. Un jour, je lui ai même dit, Papa, si tu continues comme ça, je risque de ne plus me retrouver dans mes écrits. Tu es en train de me faire supprimer des passages entiers de mon tapuscrit. Ce sont mes écrits et c'est ma pensée et mon ressenti que j'ai couché sur papier. Tu n'as pas le droit de me faire ça. À ce rythme, je vais finir par ne plus m'y reconnaître, car tu es en train de me retirer l'âme même de mon récit. Mais il insistait en me disant que ce n'est pas tout ce qu'on sait qu'on devrait écrire. Je ne vous remercierai jamais assez, maman et toi. Merci pour cette marque d'attention. Merci pour ce cadeau insolite et inattendu que tu m'as offert à un moment douloureux de ma vie, où je me cherchais. Je n'oublierai jamais ce beau geste. Ça restera notre petit secret. Merci surtout pour le père que tu as été. Merci pour les sacrifices consentis. Je profite de l'occasion qu'il me donnait aujourd'hui pour te demander pardon. Pardon pour tout le mal que j'ai eu à te faire, papa. Tu sais combien je t'aimais. Et que dire de maman? Cette femme brave, cette dame résiliente, cette dame courageuse, aimante, qui a participé à notre instruction, surtout quand nous étions au primaire, et qui s'est battue pour la réussite de tous ses enfants. Cette dame qui a su s'oublier quand il le fallait pour notre bonheur. Maman, tu as bravé des nuits de sommeil pour être à mon chevet dans les années 90. Cela nous a coûté des semaines d'hospitalisation, mais tu as su être là, nuit et jour, pour t'occuper de moi, dormant sur un matelas, posé sur une natte à même les carreaux. Même après ma sortie de l'hôpital, tu étais encore là, plus déterminé que jamais, à m'aider à m'en sortir. Tu continuais à me faire ma toilette tous les jours, comme une enfant. Et tu me ramenais sur mon lit, m'enduisais de crème et m'habillais avant de t'occuper de ma nourriture. Infatigable Mose, comme nous aimons t'appeler des fois à la maison. Tu es encore là pour nous accompagner. Merci maman. Je n'oublierai jamais ces moments-là. Du plus profond de mon cœur, je te dis merci. Emite Pouy. Que Dieu te prête longue vie, maman. Merci à mes sœurs. Merci à mon petit frère, Edouard, que nous appelons affectueusement Tonton Edo. Papa et Mike, notre défunt frère parti en janvier 2003, sont fiers de toi, crois-moi. À mon cher cousin et grand frère Félix, qui n'a pas pu se joindre à nous, j'adresse une pensée affectueuse. Je vais faire une petite digression pour saluer toutes les femmes qui sont dans la salle. Le mercredi 8 mars dernier, nous avons commémoré la Journée internationale des droits des femmes. Je rends hommage à toutes ces femmes qui se sont battues par le passé pour revendiquer leurs droits à de meilleures conditions de travail et à tracer la voie à suivre pour les générations futures. Le livre qui nous réunit est un roman historique. La première partie retrace un peu l'histoire du conflit, appuyée par mon ressenti, mon cri du cœur, en plus des multiples questions qui se bousculaient dans ma tête. Il nous amène des années en arrière, au cœur du conflit armé en Casamance. Ce conflit larvé et latent qui a embrasé cette partie du Sénégal pendant près de 40 ans, sans qu'il n'y ait véritablement une solution définitive qui puisse redonner de l'espoir aux populations de cette belle région naturelle à laquelle j'appartiens.
La deuxième partie s'intéresse au roman proprement dit. Viennent ensuite les perspectives et recommandations. La postface, quant à elle, écrite par moi-même, nous projette, si je peux le dire ainsi, vers un avenir que je veux radieux. Écrire sur le conflit en Casamance a été un engagement pour moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, un cri du cœur, un plaidoyer et une thérapie en même temps. Comme je l'ai expliqué dans les remerciements, excusez-moi. J'ai toujours eu cette idée d'écrire sur cette page sombre de notre histoire pour partager ce que j'ai vécu dans cette magnifique région, alors que j'étais encore une adolescente qui venait à peine d'y arriver avec sa famille. Mais je remettais toujours à demain. C'est bien après la sortie de mon deuxième roman et troisième ouvrage, en février 2019, Amira Lafibani, qui parle de mariage forcé et précoce, alors que j'étais déjà en plein dans l'écriture de notre ouvrage, que ce thème m'est revenu à l'esprit. Une nuit, vers minuit, je veux dire vers 1h. C'est ainsi que je me suis mise à me remémorer dans mon salon ce fameux dimanche 26 décembre 82, jour qui a vu de nombreux manifestants battre le macadam en direction de la gouvernance de Ziguinchor. Une fois revenu à moi, j'ai décidé de me jeter à l'eau. J'ai ouvert un nouveau document Word pour y taper quelques mots avant de l'enregistrer. Je tenais le thème principal. Il me fallait dès lors un fil conducteur pour pouvoir relier le récit que je voulais en faire. C'est alors que je me suis réellement mise à imaginer un scénario qui a débouché sur ce fameux bouquin, tout en mettant l'amour et la paix au centre, avec en toile de fond, bien sûr, le conflit en Casamance. J'ai rêvé d'une paix définitive dans cette belle région, subdivisée en 3 régions de puits. Kolda, Sédhiou, en plus de Ziguinchor, parce qu'avant c'était la Casamance, avec chef-lieu Ziguinchor, chef-lieu de région Ziguinchor. Dans cette perspective, il me fallait mettre l'accent sur quelque chose de très particulier afin de faire réagir les dirigeants des 2 camps. Dans ma quête d'un bon profil, pour les 2 principaux personnages, j'ai littéralement flashé sur la fille du président de la République et le fils d'un ex-chef rebelle, Casamancé. Pour moi, c'était le dessin idéal. Je n'avais aucun doute là-dessus. C'est ainsi que j'ai commencé à donner corps à mon roman. Au final, des parents que tout opposé se retrouvent mis au devant de la scène par la seule faute de leurs enfants ou grâce à ceux-ci. Ils s'opposeront catégoriquement à cette relation qu'ils voient d'un mauvais œil. Mais l'amour étant plus fort, et pour le bonheur de sa fille, la Benjamine de la famille, le président de la République finira par céder. Ce qui n'est pas du tout le cas pour le père rebelle du jeune médecin, qui lui est resté ferme dans sa position, une fois au courant de cette relation, ne voulant rien comprendre. Si j'ai choisi d'orienter ma fiction sur cette crise, c'est surtout pour pouvoir donner beaucoup plus de crédibilité et de sens à mon histoire romancée, toucher là où ça fait mal, et mettre les 2 protagonistes que sont les membres du mouvement des forces démocratiques de la Casamance et les différents régimes qui se sont succédés face à leurs responsabilités. J'étais surtout obnubilée par une chose, la seule importante à mes yeux, le retour définitif de la paix dans ma verte et belle région qui m'a vu naître, même si je n'y ai pas passé toute mon enfance et qui souffre de ce conflit depuis bientôt 4 décennies. Mais revenons à la réalité. Vous conviendrez avec moi que le conflit en Casamance est une plaie béante qui tarde à se refermer et nous empêche de vivre comme nous l'aurions souhaité. Ce que je n'arrivais pas à comprendre, c'est cette situation de ni paix ni guerre que j'ai tant décriée dans mon livre.
et qui a beaucoup affecté les populations qui vivaient dans une terreur continue. Aujourd'hui, je me rends compte que la paix est encore possible en Casamance, même si par endroits on observe des poches de résistance. J'ai souffert doublement. L'innocente fille que j'étais a assisté traumatisée au coup d'État en Gambie, dans la nuit du mercredi 29 au jeudi 30 juillet 81, et qui avait failli coûter au premier président élu de l'époque, Daouda Kairaba Diawara, son fauteuil, alors qu'il séjournait à Londres. Je n'ai pas manqué de relater cet épisode dans mon livre. Au passage, je salue l'intervention rapide du président de l'époque, Abdou Diouf, à travers nos forces de défense et de sécurité, suite à une demande de son homologue gambien. Celle-ci avait lancé l'opération Fodekaba 2 pour venir à bout de ce putsch manqué, conjointement avec les forces loyalistes gambiennes. Je salue aussi la bravoure de nos djambars, dont certains sont tombés au champ d'honneur. Le souvenir du crash en mer de l'hélicoptère militaire qui avait à son bord 18 passagers, tous des militaires, et qui étaient portés disparus au départ, est vivace en moi. De même que les cadavres que l'on voyait le matin au réveil et qui jonchaient les rues. Que ce soit ici, en Casamance ou ailleurs, les populations ont besoin de paix et de stabilité pour pouvoir aller et venir librement, sans aucune crainte. Des initiatives doivent être prises pour permettre à la belle Casamance dans son ensemble d'aspirer à la paix, à la sécurité et à un environnement où il fait bon vivre. C'est à nos dirigeants de revoir les actes qu'ils posent. Il a noté que si les conditions ne sont pas réunies pour une prise en charge effective des facteurs sociaux, économiques et politiques, cela peut bien conduire à des frustrations et situations regrettables qui peuvent pousser des fois les populations à chercher d'autres moyens pour se faire entendre. Et c'est ce qui est arrivé le 26 décembre 1982 en Casamance, plus précisément à Ziguinchor. Combien de personnes ont payé de leur vie dans ce conflit qui aurait pu être évité? Et ces fractures dans le tissu social qui n'arrêtent pas et qui ne finissent pas de créer des suspicions et une atmosphère de méfiance entre les populations. Les conflits passent et ne se ressemblent pas dans ce monde. Ce qui peut aboutir des fois à une forme de lutte. Le terrorisme a fini par infiltrer toutes les zones fragilisées, surtout ici en Afrique. Des frères ennemis s'entretuent au nom d'une idéologie, à cause de leur supériorité ou de leur force de frappe. Nous prenons des fois parti sans nous soucier des dégâts collatéraux et du mal que cela peut causer. À longueur de journée, nous créons des conflits ou des situations de guerre et les seuls à payer un lourd tribut dans cette histoire, ce sont toujours, bien évidemment, de pauvres innocents. Aujourd'hui, aucune région du monde n'est épargnée. Ici en Afrique, surtout en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale et dans la Corne de l'Afrique, la situation est critique par endroits. Des pays voisins sont lourdement touchés et en font les frais. Chez nous, la partie sud continue de faire parler d'elle, même s'il y règne une certaine accalmie et un climat de paix. Notre pays n'est pas à l'abri à l'heure actuelle. Mais j'ai une foi totale en nos forces de défense et de sécurité qui veillent au grain, tout en faisant un travail remarquable sur le terrain. Elles méritent tout notre respect. J'ai vécu ce conflit. Beaucoup de personnes l'ont vécu également. Nous avons tous, à des niveaux différents, beaucoup souffert de cette crise qui n'a que trop duré. À un moment donné, il faut savoir faire taire les armes, une bonne fois pour toutes. Les populations ont besoin de voir leurs problèmes résolus et non de subir les affres d'un conflit insensé qui n'a pas de fin. Ce qui s'est passé en Casamance n'aurait jamais dû arriver si nos dirigeants d'alors avaient prêté une oreille attentive à ces populations qui vivaient difficilement l'enclavement de cette région, en plus de nombreuses autres frustrations. Celle-ci
ont fini par créer des situations qui ont abouti à des soulèvements aux conséquences désastreuses. Chaque peuple aspire à la paix et chacun de nous a droit à cette paix pour vivre librement et en harmonie avec son milieu et avec son prochain. C'est ce qu'ont compris les femmes de la région sud à travers leur association, elles qui se sont levées comme un seul homme dès les premières années du conflit, prenant leur bâton de pèlerin pour aller à la rencontre des autorités administratives, religieuses, musulmanes comme chrétiennes, coutumières, gardiennes du bois sacré, afin de trouver une solution de sortie de crise en activant le levier du dialogue et de la réconciliation. Depuis, elles n'ont pas arrêté et continuent d'y croire. Entre-temps, d'autres associations ONG qui œuvrent pour le retour de la paix dans la région ont vu le jour et jouent leur partition, tout en continuant leur petit bonhomme de chemin. Ces femmes qui sont devenues des pionnières dans la lutte pour le retour de la paix en Casamance, plus particulièrement dans la région de Ziguinchor, devraient être beaucoup plus considérées conformément à la résolution 1325 des Nations Unies. Celle-ci avait été adoptée, je cite, à l'unanimité le 31 octobre 2000 par le Conseil de sécurité des Nations Unies dans sa 4213e séance qui concerne le droit des femmes, la paix et la sécurité. Elle se situe dans la continuité des résolutions 1261, 1296 et 1314, qui ont fait l'objet d'un rappel durant la séance et abordent le thème de la condition féminine durant le rapatriement et le déplacement des populations, ainsi que celui de la rééducation et de la réinsertion des femmes et des jeunes filles consécutives à un conflit armé. C'est le premier document formel et légal issu du Conseil de sécurité qui impose aux différentes parties d'un conflit de respecter le droit des femmes et de soutenir leur participation aux négociations de la paix et à la reconstruction post-conflit. Fin de citation. Dès lors, on ne peut pas parler de paix sans parler des femmes qui tiennent une place prépondérante dans la prévention et la résolution des conflits. Nous ne voulons plus d'une Casamance où la peur est constamment omniprésente, mais plutôt de cette belle Casamance jadis appréciée de tous et qui faisait la fierté de ses ressortissants et de tout visiteur qui y mettait les pieds. Cette magnifique région qui avait fasciné le ministre français de la Culture d'alors, André Malraux, alors qu'il était venu sur invitation du poète président Léopold Sédar Senghor pour participer au premier Festival mondial des arts nègres en avril 1966. Oui, cette magnifique région qui a fasciné tant de personnes continue aujourd'hui encore de faire rêver malgré tout ce qui s'y est passé. La blessure est profonde, certes, mais elle peut guérir très rapidement si nous le voulons et si tout le monde y met du sien. En premier, les différentes parties impliquées dans ce conflit. La cohésion sociale, c'est la plus grande richesse que nous avons ici au Sénégal. Cultivons-la. Cultivons l'entente et la paix et arrêtons de jouer sur la corde ethnique qui est très sensible. Nous n'avons pas le droit de tenir des discours haineux qui ne font qu'envenimer la situation et nous diviser encore davantage. Le Sénégal est une terre bénie, un pays que tout le monde apprécie et chante. Ressaisissons-nous pendant qu'il est encore temps. Si nous ne faisons rien pour arrêter ces dérives de tout genre, les choses finiront par basculer du mauvais côté. Et ce sera bien trop tard. Et ce sera trop tard. Nous n'aurons que nos yeux pour pleurer après. La balle est dans notre camp. Si nous voulons éviter l'enlisement, les médias également, que ce soit la télévision, la radio, la presse et l'Internet, doivent jouer un rôle déterminant, un rôle de lien social, de crédibilité et de neutralité dans le traitement de l'information
surtout lorsque celle-ci est sensible. La manière de décrire et d'interpréter parfois certains événements peut prêter à confusion. Nous sommes tous interpellés. Il suffit juste d'un peu de bonne foi pour éteindre le feu qui couvre un peu partout. Nous n'avons pas intérêt à brûler ce pays qui nous est si cher. Le conflit en Casamance, à lui seul, constitue un lourd fardeau qui pèse sur nos épaules endolories depuis plusieurs décennies. Nous espérons aujourd'hui qu'une paix définitive est encore possible. Il suffit juste, comme je l'ai dit tantôt, de le vouloir pour que cela puisse se concrétiser. Pour ce faire, toutes les factions rebelles devraient être consultées en vue de la recherche d'une paix durable dans cette belle région. Il faut impérativement renouer le dialogue. La tâche est complexe et délicate, certes, mais elle est faisable. Toute guerre, tout conflit finit toujours à la table des négociations. Je lance un appel pressant à l'endroit de nos autorités étatiques. Nous avons tant besoin de cette paix pour la stabilité de la région. Les Sénégalais dans leur ensemble en ont besoin. Ceci pour le bien de tous, pour le bien de la jeunesse qui aspire à une vie meilleure, mais aussi et surtout pour la stabilité de notre beau pays. Ce pays connu pour sa teranga légendaire, ce Sénégal que nous aimons tous. Le 4 août 2022, nous avons été nombreux à lire sur Twitter le post du président de la République, son Excellence M. Macky Sall, saluant l'accord de paix et le dépôt des armes signé en Guinée-Bissau entre le Sénégal et le comité provisoire des ailes politiques et combattantes du mouvement des forces démocratiques de Casamance, sous l'égide de son Excellence Umaro Sissoko Embalo, président de la République et président en exercice de la CEDEAO. Depuis le 3 juillet dernier, tweet qui a été repris par tous les médias. J'applaudis des deux mains, mais devrais-je m'en réjouir ou plutôt devrions-nous nous en réjouir quand on sait que les problèmes qu'il y a au sein même du mouvement des forces démocratiques de la Casamance, certains acteurs n'ayant jamais été associés au pourparlers, nous sommes plus que fatigués de cette terreur, de cette vie de terreur et des lendemains incertains. Nous sommes fatigués des bruits de bottes et des coups de canon. Nous en souffrons énormément. Une seule chose nous tient à cœur, la paix. Sans elle, rien ne pourra se construire dans la durée et il n'y aura pas de développement possible. C'est mon cri du cœur. Ce devrait être aussi le cri du cœur de toutes les filles et tous les fils de cette région et par-delà de tous les Sénégalais épris de justice et de paix. Les mines antipersonnelles et antichars continuent de faire des ravages. Et comme si cela ne suffisait pas, la coupe illicite du bois est venue s'ajouter à la longue liste des maux qui minent la région. Pendant des années, elle a fait rage. Et nous assistons impuissants au trafic abusif du bois. Nos belles forêts, qui constituent une ressource au potentiel fort, ont été décimées à une vitesse vertigineuse ces dernières années. Elles sont en train de mourir lentement à cause de leur destruction massive. C'est plus que révoltant. Pour qui connaissait ces hauts lieux, cet écosystème composé d'espèces de toutes sortes, des voies autorisées préposées à la protection de l'environnement n'ont pas manqué de jouer leur partition et d'interpeller directement les autorités. Monsieur le Président de la République, aidez-nous à protéger le peu qui nous reste de nos forêts. Il y va de notre survie à tous. Au-delà de cette problématique qui est la coupe frauduleuse du bois, nous nous devons tous de protéger notre environnement et de le respecter. C'est notre source de vie. Pour finir,
Je demanderai à toutes celles et tous ceux qui n'ont pas encore visité cette belle région qu'est Ziguinchor, avec ses nombreuses îles et plages, d'oser le faire. Ils ne le regretteront pas. Non seulement elle est accueillante, souriante et attachante, mais il y fait aussi bon vivre. Elle fait tout simplement rêver. Nous avons une magnifique région. Nous nous devons de faire sa promotion et de valoriser ses ressources territoriales qui sont une richesse inestimable, avec un fort potentiel touristique à optimiser, de même que son riche patrimoine culturel et historique. La destination Casamance a de beaux jours devant elle et le meilleur reste à venir, croyez-moi. Je vous remercie tous de votre attention. Et elle en parle avec beaucoup de passion. On comprend, hein? Il faut lire le livre pour voir un peu ce qui fait pleurer notre sœur. Il y a recours à l'histoire factuelle, mais il y a également un recours à l'histoire sociale. C'est extrêmement important. Peut-être que le point de départ de la crise est là aussi, au plan social, comme vous l'avez montré. En tout cas, c'est ça qui constitue la matière romanesque que vous avez utilisée. Mais vous vous êtes servi de votre imagination. Hein. Ce n'est pas la réalité telle qu'elle se présente sur le terrain. Vous avez créé un univers qui vous est propre. Mais cet univers est évidemment en rapport très étroit avec des événements vécus. L'écrivain Lopi éprouve justement un grand amour pour sa région naturelle, sa région d'origine, je dis région naturelle, région d'origine, qui est belle, qui est magnifique, fait rêver. qui est... En fait, c'est un plaidoyer que vous êtes en train de faire pour la belle Casamance. Je pense que vous êtes en train de prêcher des convertis. Alors, on peut dire donc que votre roman est, si vous voulez, une sorte de thérapie, si j'ose parler de roman thérapie, ou de roman confession. On connaît mieux ce que c'est qu'un roman confession. Un roman thérapie, si je dis n'importe quoi, peut-être. Thérapie sur mais il y a justement la thérapie qui se conjugue à l'expression artistique et qui justement s'unit justement à cette réflexion artistique dans un même acte créatif. C'est le même acte créatif qui porte ce souci de se soigner, de cette thérapie et justement ce besoin de t'exprimer artistiquement sous la forme d'un roman. Vous ne serez pas capable de faire de la poésie peut-être, hein? Pas en tout cas avec cette thématique. Non. Ce serait trop engagé. Mais vous êtes sentimental. Je pense que les ingrédients sont là pour faire de la poésie. Mais ce que je veux faire observer, c'est le travail de l'écriture, comme je le disais tout à l'heure, la complexité du dispositif. Vous avez vu qu'on a soit navigué entre la réalité, les faits vécus et la fiction, l'élément fiction, ce qui relève de l'imagination. Vous avez fait travailler votre imagination pour cela. Et ce qui est intéressant aussi, c'est le côté anticipation. Vous anticipez sur un phénomène en cours. J'aurais pu parler d'Uchronie en rapport avec Chronos, le temps. Parce que vous pouvez recréer un événement du passé. Ce serait de l'Uchronie. Mais vous êtes en train de créer des événements pour trouver une solution à une situation en cours. Et c'est là où c'est intéressant, vous faites de l'anticipation. Alors, ne voyons pas derrière ces jeunes gens de petits romantiques. Je crois qu'il faut aller au-delà des indices concernant l'âge des personnages, parce qu'ils représentent une certaine forme de sagesse. Et c'est ça qui est intéressant aussi à voir. Il n'y a pas que l'âge réel de ces personnages qui doit être pris en compte. Il faut prendre en compte le niveau de sagesse, le degré.
de sagesse. Voilà, je ne sais pas si vous voulez... Ah. C'est ça. Alors, merci beaucoup. Merci. Alors, mon cher collègue, est-ce que vous avez peut-être un mot à dire avant qu'on ne donne la parole? Je disais tout à l'heure à un jeune journaliste qui m'appelait, mais tu ferais mieux de venir à cette séance-là. Vous qui parlez de Casamance et de conflit casamançais sans aucune forme de documentation. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler d'un ouvrage. Moi, je te fais la promesse déjà d'aider à la vulgarisation en faisant des notes de lecture que je vais envoyer dans tous les quotidiens de la place. Donc ça, c'est ma participation un peu à la vulgarisation de l'ouvrage. Faire en sorte que tout le monde lise, parce qu'encore une fois, c'est un ouvrage, le professeur l'a dit, le professeur Birahim, un ouvrage extrêmement documenté, où la dimension de fiction, elle est là, mais la dimension de réalité, elle est assez prégnante. Donc, encourager vraiment Joséphine à continuer à écrire. Écrire, c'est ce qu'il y a de plus beau que l'on puisse faire, parce que nous sommes dans une civilisation, j'ai envie de dire, non pas de l'oralité, mais de l'oralitude. Et vous avez bien fait de comprendre que l'oralitude s'en ira comme poussière au vent, et que, comme dit l'adage, seuls les écrits restent. Et donc, vous avez fait votre part de confession et de témoignage. Le reste, je crois que c'est à nous autres de nous en approprier, d'aider à sa vulgarisation et d'aider à la prise de conscience d'une nouvelle forme de citoyenneté casamançaise. Moi, la Casamance que j'expérimente au quotidien, pour les raisons que j'ai précisées, j'y vais régulièrement, c'est une Casamance joyeuse. C'est vrai qu'à un moment donné, il y a eu ce traumatisme-là, mais de plus en plus, heureusement, moi je le sens, nous sommes en train de guérir de ce traumatisme-là. Il y a des zones vers lesquelles on n'osait pas se rendre. Il y avait beaucoup de suspicions, de méfiance dans les rapports entre individus. Mais de plus en plus, on se sent fort. De plus en plus, on se sent proche. Et la Casamance est en train d'être réconciliée avec elle-même. La Casamance est un don de Dieu. La Casamance est une terre bénie de Dieu. La Casamance est une terre d'amour. Moi, c'est là où j'ai expérimenté l'amour. Je l'ai cherché partout. En tant que philosophe, je l'ai théorisé. En tant que poète, j'ai chanté l'amour. Mais où est-ce que j'ai vécu l'amour? C'est en terre casamançaise. Il faut aller en Casamance pour savoir ce que aimer veut dire. Mais oui, parce qu'ailleurs, je le dis sans démagogie, je le dis très franchement, je dis le mérite de la Casamance, c'est qu'ailleurs, quand on parle d'amour, même les baisers que nous déposons sur les joues de monsieur ou madame sont proportionnels au poids de notre poche et de notre carte. Allez en Casamance, vous n'avez rien, on ne vous aimera pas pour votre belle voiture, on ne vous aimera pas pour votre poste de DG, on ne vous aimera pas pour votre compte bancaire, mais on vous aimera parce que c'est vous, c'est là où j'ai rencontré. Merci Joséphine. Quand j'ai lu, je vous assure que j'ai lu très vite, mais j'avais un peu presque un peu de vague à l'âme. Les larmes parfois, je me surprenais à les voir couler parce que j'ai dit, mais écoute, elle me renvoie à Mandégan. Mandégan où j'étais quand j'avais 6 ans, 7 ans, 8 ans. Elle me renvoie à Tandouka, elle me renvoie à Bignona où j'ai grandi un peu, elle me renvoie à Ziguinchor. J'ai fait tout Ziguinchor. J'ai grandi entre Tilène, Santiaba, Boucotte, Boudoudi. Mon père était directeur d'école, il a fait toute sa carrière à Casamance pendant 20 ans. Donc de la maternelle jusqu'au bac en 1987 au lycée Niabo, je ne connais que la Casamance. Je dis la langue Diola, c'est la plus belle des langues. Le peuple Diola, c'est le plus beau des peuples. Et c'est l'amour qu'il faut aller chercher dans les Merci. J'ai rencontré des hommes exceptionnels dans tous les domaines. Les plus grands hommes, c'est aujourd'hui. On parle de lycée Limamoulaye, on parle de Maria Maba, on parle de Kennedy. Mais ceux qui sont là savent très bien qu'il y a une époque où le lycée Niabo était Maria Maba, était Kennedy, était parce que c'est là où sortaient les plus grands et les plus brillants esprits de ces pays-là. C'est là où on les a forgés. Les anciens qui sont là, ils savent très bien de quoi je parle. Et moi, j'ai beau chanter Limamoulaye, j'ai beau chanter, j'ai dit, ma terre de prédilection, c'est la Casamance. Aller en Casamance, apprendre l'art d'être
être heureux même quand on n'a rien en poche. C'est ça l'amour. Mon Dieu, quel amour. C'est l'amour grand-père. Maintenant, peut-être comme vous avez vu, professeur, donnez s'il le souhaite vraiment et s'ils en ont les forces. Par l'âge, vous avez pu comprendre que je suis d'un âge certain. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, ta vie. Le livre de ma nièce repose sur Où est mon livre? la paix avec ou par l'amour. Je crois que toute la vie d'un individu, qui qu'il soit, s'il ne repose pas sur l'amour, n'est pas une vie de paix, pour moi. C'est pour ça que je félicite ma nièce d'avoir tenté de trouver une solution au conflit armé de la Casamance dans l'amour. C'est le centre de toute une vie. Et si nous sommes arrivés à cette situation hasardeuse, cette aventure que nous avons tentée pour trouver la paix, nous ne l'avons peut-être pas trouvée parce qu'il n'y avait pas assez d'amour. Amour, c'est pas facile pour moi, parce qu'il y a beaucoup d'abnégation. Quand on aime quelqu'un, il y a une sorte d'oubli de soi pour le bonheur de l'autre. C'est peut-être, à mon humble avis, ce qui nous a manqué à un moment donné, à un moment ou à un autre, de cette longue aventure de près de 40 ans, qui ne semble pas, comme on dit, trouver une solution durable, qui laisse encore une plaie béante et qui nous pose problème parce qu'on est dans une situation ni paix ni guerre du tout. Et cela est assez inconfortable, mais comme elle dit, il y a de l'espoir parce que nous sommes dans l'espérance qu'avec la grâce de Dieu, permettez-moi, et avec beaucoup d'amour et de solidarité et d'abnégation, on pourra y arriver d'une façon ou d'une autre, un jour ou l'autre. Amen. Et quelqu'un a dit que c'est une belle région. Toutes les régions sont belles pour les autochtones, mais celle-là est particulièrement belle. Elle est belle et particulière en plus parce qu'elle est entre deux mondes. On est au sud du Sénégal, nous sommes au Sénégal, comme disait mon frère Robert Sagna, nous sommes des Sénégalais à part entière, pas entièrement à part, si je ne me trompe pas. Mais nous sommes entre la Gambie et la Guinée-Bissau. Nous sommes une zone du Sénégal, mais en pleine forêt. La forêt vous donne une particularité, une personnalité, parce que l'arbre, quand on le respecte, l'arbre, quand on l'aime, et quand l'arbre vous aime, vous forge d'une façon certaine. Quelqu'un qui vit dans la forêt, prenez un Casamancé, aller jusqu'à Guinée-Conakry, etc., il respecte l'arbre. Et il y a une personnalité qui fait qu'on ne peut pas couper l'arbre n'importe comment, n'importe quand. Et ça, c'est notre particularité. Si on la perd, si on ne la connaît pas, surtout les jeunes, si on ne connaît pas, on ne sait pas, on ne respecte pas cette sensibilité-là, on se perd. On se perd, on ne se connaît pas et on ne connaît pas l'autre.
Parce que pour connaître l'autre, il faut d'abord se connaître. Pour respecter l'autre, il faut se respecter. Alors, je trouve que ton livre, avec ta sensibilité et ton sentimentalisme sans péjoratif, fait que nous avons de l'espoir, Joséphine. Tu nous interpelles, nous tous, chacun et tout le monde. Tu nous interpelles, nous prenons acte, et tu as raison de dire que nous sommes responsables. Nous étions, nous le sommes et nous le restons. À nous de savoir que cette belle région, entre guillemets, est notre région, une région qui fait partie d'un ensemble, mais qui a des particularités différentes du nord au sud, de l'est à l'ouest. Mais il faut se connaître. Nous ne nous connaissons pas. D'abord, nous-mêmes. Est-ce que nous connaissons la Casamance? Est-ce que nous aimons la Casamance? Je suis désolée, je vois que maintenant, en Casamance, dans le plus petit village, avant, c'était une région où l'on parlait français partout, quel que soit le français qu'on produisait, hein? Bancal ou bon, tout ça. Mais nous allons maintenant en Casamance, c'est plus du Wolof qu'autre chose. Aimons-nous la Casamance? Est-ce que nous nous aimons nous-mêmes? Est-ce que nous nous respectons? Est-ce que nous aimons cette région-là? Moi, je parle diola, je ne parle pas mandingue. Je parle diola, je parle français et je parle peut-être une autre langue étrangère. Mais d'abord le diola, et ça mon père l'a exigé et je lui en suis reconnaissant. Parce que si tu n'es pas toi-même, tu n'es rien. Donc merci Joséphine. Je pense que l'essentiel a été dit. Autour du problème de l'amour, vous avez raison. Il faut s'aimer soi-même avant d'aimer les autres, peut-être. Si on ne se connaît pas, si on ne s'aime pas, on ne peut pas aimer les autres. C'est extrêmement important les messages que vous avez délivrés. Bon, problème de préséance. Et c'est pour ça que je ne serai pas long. Je voudrais simplement remercier, dire merci à ma nièce pour avoir pensé à m'inviter, à inviter le GRPC. Mais je voulais surtout la féliciter pour ce qu'elle a fait, pour ce qu'elle a écrit, en prenant bien comme prétexte ce roman. Elle est venue à la maison me le présenter et me l'offrir. Et c'est avec beaucoup d'intérêt que je l'ai lu. Je t'ai dit ce que j'en pensais. Je découvrais dans ce roman que j'avais une nièce non seulement belle, mais une nièce de talent. Et qui avait pour la Casamance un amour indescriptible. Vous l'avez senti, au-delà des larmes qu'elle a fait couler pour ses parents, elle les a fait couler aussi pour la Casamance. Et je voudrais donc également féliciter tous ceux qui sont autour de vous, hein, n'est-ce pas, M. Sangoudé, pour ce que vous avez dit, et également le président de séance, et la dame là que je ne connais pas, mais qui est une femme de talent aussi. En tout cas, félicitations. Et je voudrais simplement t'encourager, te féliciter et te dire que nous sommes derrière toi, hein, pour que tu puisses mettre ton talent au service de ton pays et surtout au service de ta Casamance que tu aimes tant. Je voudrais simplement, au-delà de ça, pour l'essentiel de ce qui est contenu dans ton roman, à savoir la paix en Casamance, laisser, comme je l'avais prévu, la parole à un des membres de cette organisation que le président Macky Sall a accepté de mettre en place pour aider le pays et nous aider nous-mêmes à rechercher la paix, tant recherchée en Casamance. Voilà. Ambassadeur, tu as la parole. Merci. Bonsoir.
L'on a dit tout à l'heure que quand on m'a salué, ambassadeur qui était ambassadeur en Belgique. En vérité, j'ai terminé par la Belgique. Mais le pays où j'ai été le plus longtemps ambassadeur, c'était le Nigeria. Et au Nigeria, quand on a comme aujourd'hui des contraintes de temps, on dit, pour commencer, comme les amis de Vivienne, all protocol observed. Tout protocole observé, on va directement à ce qu'on va dire aujourd'hui, monsieur, madame. En tout état de cause, je disais au patron, mon grand frère, il faut que tu dises un mot. Il dit non. Cette fois-ci, il faut aussi que tu puisses compléter, même si je devais dire un mot. Mais je ne vais pas être trop long. On a l'habitude de penser que les diplomates, c'est des gens qui parlent beaucoup, comme les journalistes. Je ne sais pas s'il y a des journalistes ici. Mais ce qu'il a dit, je voudrais en tout cas relever une chose dans son roman, je ne l'ai pas encore lu. Cela me rappelle, ça me rappelle le roman d'une écrivaine, Ramatoulaye Seck Samb. Son livre qu'elle a écrit sur le Négus rouge Mengistu en Éthiopie. Moi, ma première sortie comme diplomate, c'était l'Éthiopie. Et j'ai vécu toute l'époque de Mengistu. Mais son roman, justement comme l'a dit le président de séance, allie de façon merveilleuse fiction et réalité. Mais je lui ai dit, mais dans ton ouvrage, ça me rappelle des rapports politiques que nous faisions, parce qu'un ambassadeur est tenu de faire chaque mois un rapport politique. Et une copie va à la présidence. Donc on n'écrit pas n'importe quoi. Donc j'ai trouvé ça dans ce qui a été dit ici. Comme je dis, en toute humilité, en toute honnêteté, je n'ai pas encore lu l'ouvrage. Donc félicitations. En tout cas, comme nous avons été invités en tant que membre du GRPC, comme il l'a dit, il l'a créé en 2014, Robert Sagna. C'est le président lui-même qui lui a demandé de l'aider à trouver une solution définitive au conflit en Casamance. Il a constitué un certain nombre de groupes, de gens qui ont accepté de façon bénévole à venir se regrouper autour de lui pour cela. Et il faut savoir qu'il n'y avait pas que des Casamanciens. Le professeur Bati était. Il y avait même un général de l'armée qui sont membres du GRPC. Et sans prétention aucune, je pense que de tous les intervenants, nous avons été les plus sur le terrain. Pour ceux qui ont suivi l'actualité, il y a quelques semaines seulement, nous étions à Samboulanja, dans le Nara-Est. Il y avait des centaines de participants. Et c'était bien animé. Il y avait 4 Kumpo, 4 Nias et tout. Et nous avons privilégié les échanges avec des populations. Comme il a l'habitude de dire, chaque village a ses rebelles, ses combattants. Et nous avons parrainé plusieurs forats sur la paix et le développement. Et tenez-vous bien, à cette occasion, tout le monde prend la parole. Il y a les femmes, les jeunes, les imams, les chefs de village, même les handicapés, tout le monde. Mais généralement, les combattants ne prennent pas la parole, mais systématiquement, après,
le grand forum, nous avons des séances de travail avec eux. Donc, quelque part, je peux même dire que cette situation que vous avez décrite de ni paix et de ni guerre, nous y sommes pour beaucoup. Même les checkpoints, c'est nous qui avons dit au président, il faut arrêter ça. Quelqu'un qui a une arme, il ne vient pas par l'arme pour aller à Bignona du Loulou. Il passe par d'autres voies. Il y a beaucoup de choses, je ne veux pas développer très longuement tout cela, mais ce qui est sûr et certain, c'est que je pense que de tous les facilitateurs, le GRPC a été celui qui a le plus été sur le terrain et peut-être qui peut être considéré comme ayant contribué le plus largement possible à la situation que nous avons maintenant, qui fait que l'on peut aller de près à Niassia ou même à Oussouye la nuit sans être sûr d'être attaqué ou d'autre. Mon goro qui est là, il sait que mon grand frère a été tué par les combattants. Mais, il faut lui demander, aujourd'hui, parmi les combattants avec lesquels nous parlons, il y en a qui se considèrent comme nos fils. Régulièrement, quand ils sont malades, quand ils ont des problèmes, ils nous appellent, on leur fait des Orange Money et tout, considèrent comme des fils. Encore une fois, pour vous rejoindre, madame, sur le fait que vous avez choisi là un thème majeur, la paix, l'amour. Sans amour, on ne peut pas arriver à la paix. Et je ne voudrais pas être plus long que ça, mais je voudrais encore vous féliciter. Je vais lire l'ouvrage. Moi-même, vous avez évoqué Fodé Kaba. Au lendemain de Fodé Kaba, Abdouf et Moustapha Niasse m'ont envoyé pour suivre la mise en place du cadre juridique de la Confédération. Et j'y étais jusqu'au jour où la Confédération a éclaté. Il y a une petite histoire cocasse. Diawara ne savait pas que Abdou Diouf avait gelé la Confédération. Il m'appelle. Oui, mais ambassadeur. Il tremblait. Il me dit, vous étiez au courant? Bon, j'étais au courant par le colonel qui était là-bas. Je dis non. Alors, c'était compliqué. Donc, vous voyez, toutes ces situations, on aura peut-être une autre occasion pour nous, peut-être de vous rendre compte de tout ce qu'il a fait, de tout ce qu'il a fait. Parce qu'en fait, quand le président lui a demandé de venir l'aider, mais il y était depuis le début. C'est pratiquement lui qui a créé le collectif des cadres casamançais. Et comme il était dans la politique, il a demandé à Pierre Goudiaby Atepa de le présider. Donc depuis le commencement, il était là. Et jusqu'au moment où nous parlons, ça fait à peine 2 semaines que nous étions dans la brousse, avec des pistes difficilement praticables. Donc en tout cas, félicitations. Félicitations, et je vois que tout le monde ici, les Casamançais, vous êtes tous Casamançais. Et je voudrais vous saluer et vous dire que quelqu'un l'a dit, mon goro, mon beau neveu, il a dit, Robert, il mérite qu'on lui rende un hommage particulier. 25 ans de maire de Ziguinchor, 27 ans ministre de façon continue, je crois que c'est difficile de trouver au Sénégal. Et jusqu'à son âge. Prions pour lui, et je termine en vous félicitant encore une fois. Et bon courage. Et je me dis, vous êtes braves. Parce qu'écrire au Sénégal, avec la vie sociale que nous avons,
Même chez vous, quand vous êtes en train de manger, quelqu'un tape à la porte. Je ne sais pas comment vous arrangez. En tout cas, que Dieu vous garde. Salutations respectueuses à Monsieur le ministre, Monsieur l'ambassadeur, professeur et ma sœur à moi. Félicitations à toi aussi. Le temps nous contraint à un discours serré, mais j'aurais à dire long. C'est ma sœur, et je dirais ouvertement, en tant que sœur, c'est sa maman qui m'a appris à préparer carrément le caldo Diola. C'est elle qui m'a vraiment appris le travail ménager vraiment tel que les femmes sœurs aiment qu'on le fasse dans la maison. Donc, Tata Agnès, je lui rends mes hommages et mes respects renouvelés. Respect également à tonton Lopi, chez qui j'ai vécu pendant 2 ans et qui nous a vraiment habitués à la discipline. C'est quelque chose qui nous est resté depuis l'âge de, je faisais la 3e, 4e, et ça reste là. Donc, que tu parles ainsi, ça ne peut pas me surprendre. C'est quelque chose qui est enraciné vraiment dans tes nerfs, parce que tu as été éduqué et tu as grandi là-dedans. Le rêve de l'amour dont tu parles, je l'appuie à 100%. Et qu'une femme le dise, je l'appuie encore davantage. Le problème de la Casamance, quand j'ai vu monsieur le ministre à la télé, j'ai prié Dieu de vous rencontrer. Et Dieu a fait qu'on s'est rencontrés aujourd'hui. Et la question qui me taraudait, pourquoi jusqu'à présent la paix ne s'installe pas? La bonne volonté est la bonne volonté basée sur l'amour. L'amour constitue, on dit, le ciment de l'univers. Tata l'a dit tout à l'heure, c'est la base même de l'individu. Et la racine se trouve entre les reins de la femme. Nous les femmes, qui devons vraiment repartir ce monde, il nous faut repartir sur cette base vraiment d'amour. Malraux disait que le 3e millénaire ne se fera pas sans le spirituel. Ce sera avec Dieu ou bien ne se fera pas. Moi j'ajoute que le 3e millénaire se fera avec les femmes ou bien ne se fera pas. Et avec les femmes, ça se fera avec l'amour ou ça ne se fera pas. On en a assez de guerres, on veut la paix. Et c'est quand, dans le portage même de l'enfant, que ces choses se construisent. On s'en rencontre souvent sur Facebook, à 2h du matin, 3h du matin. Le travail se fait là parce que c'est un travail de conscience, que les mamans sortent de l'amour instinctuel maternel et s'engagent dans l'amour consensuel et consensueux. Que les enfants que nous portons soient accompagnés de paix, d'amour, d'éthique et vraiment de vouloir faire le bien. Je le crois, c'est plus qu'un espoir, je crois. Et je sais que ça se fera. Que ce qui t'a inspiré, continue à inspirer beaucoup de femmes, que ceux qui liront et celles qui liront ce livre soient animés de ce même courant d'amour pour que la paix en Casamance vraiment puisse se faire. Sinon, c'est le pays qui s'embrase et je sais que le pays ne va pas s'embraser. Je crois à la force de l'amour, je crois à la suprématie de la paix sur la guerre et que ton livre vraiment soit à la porte. Félicitations et vraiment que nos prières vous accompagnent. Merci. Pour vous dire qu'au Sénégal, il n'y a pas de muraille de Chine entre les régions. Moi, je suis de Linguère. Mais nous tous, nous avons notre vécu par rapport à la Casamance. Mon premier poste, c'était à Djanki, à 6 km de Djonkessil. Quand je suis sorti en 91, on m'a amené en Casamance. À l'époque, c'était les IRE. Ce n'était pas les IA. Et j'étais éducateur préscolaire. C'est pour vous dire que je porte un projet sur la Casamance. 91, ça vous dit beaucoup de choses. C'est après les accords de Kachel. Toute la zone était démilitarisée, contrôlée par des rebelles. Voilà ce que nous avons vécu en Casamance. Beaucoup d'événements qui nous ont traumatisés. Nous avons beaucoup de vécu par rapport à la Casamance. Quand j'ai entendu Badji parler de la gestion de stress, nous étions les premiers inspecteurs à élaborer des modèles sur la gestion de stress. Parce que dans le milieu scolaire, partout, dans les villages, les gens vivaient ce stress-là
Aujourd'hui, on en parle dans le management stratégique. Nous avons élaboré des modules sur la gestion de stress parce que les élèves qui étaient dans des écoles, des fois on voyait les rebelles, des fois on nous interpellait pour dire monsieur les rebelles sont là, ou bien les inspecteurs les rebelles sont là. Et aujourd'hui toute la problématique sur les langues nationales vont se poser. Vous avez parlé du Diola, moi j'étais Wolof, on m'a mené dans un milieu Diola, j'étais obligé d'enseigner en Diola. C'est là-bas où j'ai les premières structures sur M. Bello Mangoura, M. Siwala Sioye. Voilà toute cette problématique qui est encore actuelle. C'est avec aussi la Casamance, c'est avec Ziguinchor qu'on a créé les premières zones de coopération interacadémique. Tout était parti dans un arrêté du gouverneur pour la gestion des cantines. C'était entre Kolda et Ziguinchor. Par la suite, il y a eu l'élargissement avec la région de Tambacounda, Matam. Et quand on était à Tambacounda, c'était Tambacounda et l'actuelle région de Kédougou. Et c'est de là-bas où nous avons développé cette zone de coopération interacadémique. Et par-delà la gestion des cantines, nous y avons greffé d'autres activités avec l'accompagnement de l'UNICEF. C'est véritablement à partir de cette zone-là qu'on a eu à innover, à créer beaucoup de choses. Parce que quand on est dans la difficulté, qu'on développe des intelligences. L'intelligence, c'est l'adaptation en toutes circonstances nouvelles. Mais moi, j'ai du mal à caractériser Mme Lopi. J'ai dit à Songhé, est-ce qu'elle est romancière? Moi, je pense qu'elle est essayiste. Moi, je suis essayiste. Comme les Gilles Michel et autres. Moi, je suis historien de formation. Mais dans sa démarche, elle nous donne des références. Elle mène le débat dans des pages d'érudition avec des références. C'est vrai qu'il y a de l'imagination, mais quelque part aussi, vous avez des aptitudes pour vous lancer véritablement dans des productions d'essayistes. Étant historien, nous connaissons pratiquement toutes les productions sur la Casamance. Les Christian Roche, jusqu'à l'actuel Manga qui est le chef de département au niveau de l'université, Hassan Sek de Ziguinchor. Avec Philippe Megel, qui est un blanc, un toubab, qui a quitté la Casamance et qui écrit aujourd'hui sur la Casamance. En tout cas, nous, historiens, votre ouvrage constitue véritablement un livre de référence. Voilà les quelques mots que je voulais dire en guise de témoignage par rapport à votre production. Merci.